Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Phytothérapie, homéopathie, hypnose ou naturopathie. En plus du traitement classique, de nombreux patients se tournent vers des méthodes de soins non conventionnelles pour soulager leur mal. Elle est dite alternative, mais la médecine naturelle ne saurait se substituer à la médecine traditionnelle. Nous nous intéressons ce soir à deux pratiques de la médecine douce qui interviennent dans différents domaines. La naturopathie et l'hypnose thérapeutique, qui promettent de réduire notre stress, de nous accompagner dans le sevrage tabagique, de soigner nos phobies, de nous permettre de vivre en possession de nos moyens ou simplement de vivre en harmonie avec nous-mêmes. Doit-on faire confiance à la médecine alternative? Que promet-elle de plus que la médecine conventionnelle? Quels sont les outils des thérapeutes et sont-ils réellement efficaces? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Amel Lahrache. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes hypnothérapeute installé à votre compte à Alger. Bonsoir. Bonsoir Sarah, ravie de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe aussi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes une habituée de l'émission. Bienvenue. Merci. J'ai le plaisir également de recevoir Monsieur Mahmoudi Redouane. Vous êtes naturopathe, hygiéniste. Vous êtes également vice-président de l'association algérienne de nutrition maghrébine. Bonsoir. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Et pour moi, par contre, c'est une première. Oui. Content d'être parmi vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère bien, oui. Oui. Bienvenue à vous deux. Alors, on va parler de médecine alternative ou médecine dite alternative. Alors nous connaissons l'hypnose du spectacle, c'est ce que nous connaissons de l'hypnose, hein, cette image que nous avons de pouvoir endormir des gens pour leur suturer tout ce qu'on veut. Nous connaissons moins l'hypnose thérapeutique. À quel point se ressemblent les deux procédés? À quel point sont-ils différents, Amel? En fait, l'hypnose de spectacle utilise une forme d'hypnose, l'hypnose classique, la mère des hypnoses. Quand on fait de l'hypnose, on ne dort pas. Ça, c'est plus des idées reçues par rapport à l'hypnose qu'autre chose. Hein. Quand on fait de l'hypnose, reste conscient finalement. Oui, cette hypnose se fait par les mots. On a besoin d'écouter le thérapeute et on participe, on parle quand on fait des séances d'hypnose. Donc elles se rejoignent par la méthode et elles se sépare par la thérapie. L'hypnose de spectacle fait du spectacle, l'hypnothérapie fait de la thérapie. Oui. Alors, dans votre pratique, vous allez aller chercher un état modifié, un état de conscience, c'est ça? Qu'est-ce que cela signifie en fait? Oui, la pratique consiste à reproduire un état modifié de conscience que l'être humain vit de façon naturelle et physiologique afin de l'amplifier ou de l'inverser pour que nous puissions avoir accès à notre inconscient. L'inconscient étant 90% de ce que nous sommes, et qui est aussi notre ami, hein, qui est aussi un trésor de capacité d'apprentissage. L'hypnose permet justement d'accéder à cet inconscient afin de permettre à la personne d'améliorer sa vie, d'améliorer des émotions, une maladie, de se libérer d'addiction ou de phobie aussi. Oui. La naturopathie, ou autrement dit la médecine, parce qu'on appelle comme ça la médecine traditionnelle occidentale, hein, n'est-ce pas? Elle prône par contre que notre corps a toutes les capacités pour s'auto-guérir. Ça paraît intéressant. Qu'est-ce que cela implique? Tout à fait. Bon, pour faire juste un petit préambule, quand on parle de médecine alternative, on se demande s'il n'y a pas une usurpation de nom ou pas. Parce que la médecine, l'homme, depuis qu'il a existé sur cette terre, il a quand même cherché à se soigner, cherché à se guérir à travers des maladies qu'il avait reçues. Bon, il a appris à travers la nature qui l'entoure. La médecine qu'on dit actuellement conventionnelle ou allopathique, elle a que ça 50 ans. Donc ça, la question. Loin de là de faire un procès, on en a besoin de cette médecine. Moi, je prône plutôt pour une médecine intégrative, c'est-à-dire les deux à la fois. On appelle d'ailleurs la médecine complémentaire aussi. Médecine complémentaire, bien entendu. Quand on a besoin d'instinct, on a besoin d'instinct. On ne va pas faire un truc énergétique. Et quand on a besoin de rétablir quelque chose qui s'est coupé, on ne va pas faire un cataplasme ou un truc comme ça. Donc la médecine, elle en a sa place. Et l'autre, elle a tout à fait sa place. Alors la naturopathie, c'est une médecine parmi d'autres. Médecine chinoise et médecine ayurvédique. En troisième lieu, vous avez la naturopathie qui est reconnue par l'OMS. Alors, par définition, c'est un pas vers la nature, c'est-à-dire guider la personne envers la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est notre environnement. Nous sommes une génétique. Et nous devons avoir une épigénétique. Donc notre nature, notre environnement qui fait notre épigénétique, et que s'il y a une bonne fusion entre les deux, nous allons être en bonne santé tout au long de notre vie, il n'y aura pas de problème. Et que c'est vrai. Alors là, vous avez posé la question par rapport à la guérison et nous quand on est malade. Quand on a une génétique, et en plus on utilise une bonne épigénétique autour, c'est-à-dire un bon sommeil, une bonne alimentation, de l'activité physique, moins de stress, on est en bonne santé. Dès lors où il y a une altération sur cette
sur ce cheminement, on tombe malade et là on cherche un petit peu des solutions pour se soigner. Oui, donc c'est une médecine en gros pédagogique et qui est basée sur la prévention. Surtout. Oui. Alors la naturopathie, pour rester là-dessus, la naturopathie est une spécialité qui a émergé en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Ce sont donc des médecins généralistes comme vous, Amel Larèche, comme vous également, puisque vous avez fait des études de médecine, même si vous n'avez pas été jusqu'au bout, qui ont été motivés par le besoin d'aller au-delà des limites de la médecine conventionnelle. Est-ce que ça a été votre cas également quand vous avez choisi de faire ce chemin? Tout à fait, Sarah. En fait, ça a commencé par une recherche personnelle et un besoin personnel d'utiliser autre chose que la médecine. Par la suite, j'ai fait mon cursus de médecine. Je ne vais pas parler de limites, c'est juste que j'ai envie d'aller au-delà, d'aller vers un peu tout ce qui fait que l'esprit a cette capacité à guérir, l'esprit a cette capacité de changer la vie de quelqu'un. Bon, après, l'expérience m'a permis de vérifier que c'était le cas, et sincèrement, je ne le regrette pas du tout. Oui, pour vous, M. Mahmoudi, pareil? Écoutez, oui, c'est vrai qu'on doit passer. Vous avez parlé par exemple sur des médecins et tout. C'était plus personnel? Honnêtement, oui, parce qu'on commence à faire une recherche par rapport à un problème qu'on a dans notre vie. Et on sait que la médecine actuelle ne nous donne rien. Et à travers la recherche, on tombe dans des choses. Et finalement, on se trouve cette pratique, elle nous parle. Moi, personnellement, la naturopathie, ou surtout à travers l'hygiénisme, ou même l'hydrothérapie de Colando, je suis praticien. C'est-à-dire, elle répond à un besoin qui nous permet un petit peu de continuer. Vous parlez un petit peu sur les médecins, Amérique du Nord, c'est vrai. Vous avez du Shelton, du Hered, c'est des médecins que eux-mêmes ils étaient confrontés à des problèmes de santé. Vous avez Otto Böttinger par exemple, vous avez Max Gerson, c'est des grands médecins de renommée, ils ont été affrontés à des maladies graves. Otto Böttinger, il a essayé le jeûne, il a guéri de son spondylarthrite ankylosante. Vous prenez aussi beaucoup de ces médecins qui ont fait des recherches personnelles et qui ont abouti à trouver une solution. Et c'est eux qui ont développé ça, et voilà. De manière plus académique, voilà, si j'ose dire. Merci. Je vais juste vous inviter de regarder un reportage, peut-être pour comprendre un peu plus cette forme de médecine complémentaire. On va s'intéresser particulièrement à l'hypnothérapie. Voyez ce reportage signé Falida Bnesli. Une technique thérapeutique qui modifie l'état du conscient pour l'orienter vers un inconscient jusque-là méconnu. On parle d'hypnose. L'hypnothérapie, c'est une thérapie brève qui va utiliser ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Un état de conscience modifié, c'est un état qui n'est pas notre état habituel, mais qu'on vit plusieurs fois par jour, lorsqu'on conduit, lorsqu'on lit un livre ou juste avant de dormir. Donc cet état va permettre à la personne d'aller travailler avec son inconscient. L'hypnose a bien des allures mystérieuses, surtout demandée et appréciée par certaines personnes. Ceux qui vivent une situation délicate ou stressante, comme être sous thérapie médicale ou chercher à changer de comportement ou d'habitude. L'hypnose s'adresse à tous les domaines de vie d'un être humain. Ça peut être la santé, ça peut être tout le côté psychologique, et ça peut être aussi le développement personnel. La seule chose qu'on ne peut pas aborder avec l'hypnothérapie, c'est les maladies psychiatriques. Donc allez-y sur tous les domaines de vie, de l'accompagnement d'une personne qui est en mal-être ou bien qui est bien, qu'on peut accompagner dans un objectif bien précis. Suite à une annonce par les médecins d'une maladie incurable, en fait, après qu'il m'ait annoncé ça, j'ai décidé de venir la voir. Voilà, je voulais me sortir de toute cette spirale en consultant une hypnothérapeute et une coach de vie. Et c'est en venant la voir que je m'en suis sortie. Je peux le dire aujourd'hui, carrément. Je me sens toujours très, très détendue, zen. Je me sens en fait, prête à reprendre ma vie en main. Des vies, des âmes qui se croisent. Peut-être qu'elles ne sont pas conscientes. Le patient, soutenu par le praticien, plongera dans son inconscient pour aller chercher de nouvelles ressources, choisir les meilleures solutions et aller vers une transformation positive. Au-delà des personnes, il y a d'autres formes de vie. Cet entretien permet avec la personne de décider d'un plan d'action, c'est-à-dire de voir les aspects qu'elle veut améliorer dans sa vie. Et suite à cet entretien, on commence le travail thérapeutique proprement dit, c'est-à-dire les protocoles d'hypnothérapie. Sachant qu'avec l'hypnothérapie, c'est un peu différent de la psychothérapie classique. Ce ne sont pas des face-à-face où on va se parler, ce sont des séances que la personne va vivre. Et le nombre de séances varie en général entre 1 et 10 en fonction de la demande de la personne. Vous allez avoir des personnes qui auront juste besoin d'une séance,
d'autres auront besoin d'un peu plus en fonction de la partie cachée de l'iceberg. Et ouvrez votre sixième sens, votre intuition. Tout le monde peut aller vers l'hypnose pour se réconcilier avec soi-même, effacer ses souffrances et ses angoisses et réassocier son esprit avec son corps. C'est plutôt des sensations. Alors vraisemblablement, l'hypnose fascine. Amel Larèche, vous amenez vos patients à aller chercher dans l'inconscient ce qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas intrusif ? Déjà, Sarah, si on fait le pas, c'est qu'on a envie de changer quelque chose dans la vie. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il faut être un petit peu curieux pour accompagner les gens. Quand je dis curieux, pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire être ouvert et permettre à l'autre de s'exprimer. De s'ouvrir. De s'ouvrir, tout à fait, en séance. Bon, et c'est un petit peu le but. Si nous n'allons pas chercher qu'est-ce qui fait que nous ne sentons pas bien, je ne vois pas l'intérêt aussi de faire la démarche thérapeutique. Oui. Combien faut-il de séances pour sentir déjà une amélioration? Là, c'était un cas de dépression. Oui. Ça dépend des cas, en fait. Ça dépend de ce qui amène la personne. Pour la dépression, par exemple? Je peux pas vous dire comme ça, mais en fait, généralement, ça va entre 1 et 10 séances. Ça dépend de ce qui fait un petit peu la demande de la personne et ce qui a fait le symptôme. L'hypnothérapie ne va pas aller que vers le symptôme, elle va aller sur les causes, sur peut-être les deuils, des choses à faire. Des personnes auront besoin juste d'une seule séance, d'autres iront jusqu'à 10. Hein. Oui. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission, on va revenir juste après. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا. إنجازات وتحديات. مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا. خبرتنا في خدمة صحتكم. صيدال، مؤسسة في أوج النمو. Alors nous regardions à l'instant un reportage dans lequel on a pu voir le traitement donc, de la dépression à travers l'hypnothérapie. Dans la naturopathie, est-ce qu'on traite également la dépression? Et si c'est le cas, quels sont vos outils? Bah, écoutez, on la traite réellement parce qu'en fait, notre principe dans la naturopathie, c'est l'hygiénisme. Alors, depuis 25 ans, on a découvert un nouveau organe dans notre organisme qu'on ne le connaissait pas avant, que même la médecine l'attaquait, c'est le microbiote en fait. Et le plus important, c'est le microbiote intestinal qui est quand même le plus présent. On parle de deuxième cerveau d'ailleurs aujourd'hui. C'est le cerveau à travers ses interactions. Vous en avez pratiquement 2,5 kg de microbiote à l'intérieur de vos intestins. Et maintenant, les recherches, depuis quand même une quinzaine d'années, 3 recherches sur 4 sur la planète, ça concerne le microbiote. Et toutes les recherches maintenant, tant que les problèmes ou les troubles qui sont un petit peu dans le cerveau, liés à la dépression, liés à la bipolarité, ou liés même au stress, panique, les crises de stress, panique, qui sont liées à un microbiote qui est désaltéré. Donc nous, on apprend aux gens comment prendre soin de leur microbiote. D'abord, on peut le raser. Qu'est-ce que vous allez conseiller à une personne qui souffre d'une dépression? Déjà, il faudra entrer dans une perspective d'hygiénie. Ça veut dire faire attention à ce qu'on mange. Enlever tout ce qui est xénobiotique, enlever tous les produits, un petit peu tout ce qui est les gazous et les machins qu'on achète et les jus, les boîtes, tout ce qui est conserve. Et apprendre à manger sainement. Voilà, apprendre à manger sainement. Faire attention d'avoir un transit régulier parce qu'une alimentation qui dépasse 18 heures dans le ventre, ce n'est pas un bon signe, c'est au contraire, c'est une porte. Alors, on va apprendre comment prendre soin de le microbiote. D'abord, avoir une alimentation qui soit diversifiée, manger un peu de tout, mastiquer bien comme il faut, faire attention sur certaines combinaisons alimentaires, entre le gras et les protéines et les sucres. Le stress aussi, peut-être? Le stress, oui, le stress, c'est l'un des facteurs aggravants, par exemple pour la colopathie, par exemple. Tout ça, la colopathie. On sait actuellement que tous les problèmes que nous avons dans le ventre qui rentrent dans l'hémicycle, ça veut dire les maladies de tout ce qui est maladies inflammatoires des intestins. Oui. Et en fait, tout ça est relié à des problèmes dont on parle. Un dysfonction digestif. Dysfonction digestif, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne mange pas des choses, on mange des choses que notre corps ne sait pas gérer, ne sait pas extraire, ne sait pas faire sortir. Parce que manger, nous on a bonne intention. Parce que nous, quand on mange, d'abord il faut manger, il faut digérer, il faut absorber, il faut assimiler. Si on arrive à avoir à cette équation,
déjà la bonne santé et surtout la bonne santé mentale, et sachant aussi que notre cerveau communique plus à travers le nerf vague, ça veut dire qu'il y a 10% d'afférents et 90% différents, les neurotransmetteurs, beaucoup de vitamines, beaucoup de produits qui sont produits par la flore intestinale, dont le cerveau il en a besoin, par exemple la sérotonine, qui est quand même l'hormone de l'apaisement, et c'est l'hormone précurseur de la mélatonine pour pouvoir dormir et avoir un bon sommeil derrière ça. Pour vous, Amel, comment faites-vous pour modifier un état de conscience? On a vu un peu dans le reportage, mais quels sont vos outils dans l'hypnothérapie? En fait, ce sont les protocoles de mise en transe. Hein. Quand je dis transe, c'est cet état modifié de conscience. Ça ressemblerait, pour donner un peu l'exemple, pour expliquer un peu cet état, ça ressemble à ce qu'on vit lorsqu'on s'apprête à dormir. En fait, on est ici et ailleurs. On a un pied dans les rêves. Entre le rêve et la réalité. Voilà, tout à fait, entre le rêve et la réalité. Ça ressemble à ça. Bon, après, il y a des techniques pour le faire, ça s'apprend. Oui. Alors, M. Mahmoudi disait en gros qu'on est un peu responsable, parce que c'est un peu l'essence de la médecine alternative, qu'on est un peu responsable finalement de la maladie. Est-ce que vous rejoignez ce principe également dans l'hypnothérapie? Tout à fait. En fait, sans connotation culpabilisante, hein, quand on dit responsable. On est responsable de ce qu'on crée dans notre réalité. Nous créons notre réalité. D'ailleurs, en parlant de maladie, on dit le mal a dit. C'est-à-dire que si je suis malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. La maladie est juste en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il faut que tu écoutes ton corps ou tes émotions, ou ton esprit, ta vie, qu'il y ait quelque chose à voir dans ta vie. La maladie n'est que l'expression de quelque chose qui ne nous convient pas. Oui, ça s'inscrit aussi toujours dans l'essence de cette médecine non conventionnelle, qui est en l'occurrence, j'ai envie de dire, la force de cette médecine, c'est aussi cette alliance entre le médecin et le patient. Parce que, qu'on veuille ou pas, c'est un rapport qui est très important dans la guérison et qui n'est pas forcément pris en charge dans la médecine conventionnelle. Ben oui, bon, parce que déjà la médecine, elle s'intéresse un petit peu plus de corps que de l'esprit. Nous sommes un corps et un esprit d'ailleurs. Bon, la médecine allopathique ou la médecine conventionnelle qu'on connaît, elle est un petit peu dénétrée d'humanisme, elle n'est pas humaine, c'est plus fort qu'elle, on ne peut pas lui demander soit c'est pas un procès ou qu'elle soit humaine, mais derrière ça, le patient cherche un côté humain, un côté d'écoute, un côté de pouvoir un petit peu aller plus loin, surtout quand on a affaire à des patients qui veulent prendre leur santé en main, et peut-être qu'ils ont essayé plusieurs approches médicales et qu'ils n'ont pas arrivé à avoir des résultats, et ils se disent pourquoi ne pas aller voir ailleurs, et puis pourquoi ne pas essayer quelque chose que nos ancêtres ou nos aînés ont utilisé pour rester en bonne santé. Prenez juste les maladies auto-immunes, il y a 40 ans on avait 7 ou 8 cas de maladies auto-immunes, maintenant on est pratiquement 118 maladies auto-immunes. Où est-ce qu'on va y aller? Donc c'est là où les gens commencent à se poser des questions, et quand ils vont sur une démarche personnelle. Après, on ne peut pas les obliger. Bon, d'un côté, chacun a sa connaissance, chacun a ce qui s'offre à lui, bien entendu, mais le problème, derrière ça, il y a un besoin réel, il y a un besoin réel, il y a un besoin réel, oui. Oui. Alors finalement, on a l'impression que c'est différent parce que c'est un peu mystique, j'ai envie de dire. Vous vous intéressez plus à l'alimentation, mais en finalité, vous vous rejoignez dans beaucoup sur beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Comme le stress, par exemple, qui est mis en avant aujourd'hui et qui est incriminé dans plusieurs maladies. En fait, les médecines qui sortent de la médecine traditionnelle, ce sont des médecines qui vont avoir une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale de la personne qui vient, une approche humaniste. Il y a l'aspect esprit, il y a aussi l'hygiène, il y a l'alimentation, c'est-à-dire toutes les disciplines se rejoignent, elles sont complémentaires. Hein. Aucune ne pourra vous dire c'est qu'avec ça que ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher avec l'une, l'autre, ou tout ensemble, ou juste une. L'essentiel, c'est que c'est cette approche humaniste et en même temps un retour un peu aux sources. Oui. On reprend un peu toutes les choses qu'on savait avant et qu'on a oubliées maintenant et qu'on est en train de redécouvrir, alors que ce sont des choses qui ont fait leur preuve avant et qui continuent à le faire maintenant. Oui. Alors la médecine complémentaire ne s'intéresse pas, comme la médecine conventionnelle, au mal en lui-même ou à la maladie en elle-même ou le bobo en lui-même, mais plutôt à la cause. C'est ça d'abord, toutes ces médecines, c'est des médecines causalistes avant tout, holistiques comme on l'avait expliqué, parce que bon, le corps il est en général, maintenant la médecine allopathique elle a divisé le corps, hein. Il y a un gastro qui est après, l'oral il est après, je sais pas, chacun il a pris un organe, oui. Vous avez même un organe qui est partagé par 3 personnes, par 3 médecins, par 3 spécialités, donc c'est quand même, ça fait trop. Chercher la cause de la cause de la cause, voir la cause, donc l'une des cheminements de la cause, ça peut être chez madame, ça peut être chez quelqu'un d'autre, ça peut être chez moi, donc là on est en train. Alors,
holistique, prendre un petit peu le tout, c'est-à-dire prendre le corps dans le tout. Et puis, il y a plusieurs pratiques. Parce que si vous prenez, par exemple, la médecine chinoise, qui est la première médecine qui a été reconnue, elle n'a pas une seule spécialité. Vous avez l'acupuncture, vous avez le qigong, vous avez la diététique, vous avez les massages. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer pour trouver ou cibler le problème de la personne. Donc, moi et elle, et avec quelqu'un d'autre qui fait la sophrologie, ou d'autres qui fait la posturo, ou d'autres qui fait d'autres spécialités, on peut se complémenter pour trouver le problème et désigner le problème chez la personne pour le but de guérir. Parce que la personne, quand elle fait une démarche, c'est quoi son but? C'est guérir. C'est tout simplement. Absolument. La personne, elle est comme une maladies, puisqu'on parle de guérison, est-ce qu'il y a aujourd'hui des maladies dans lesquelles la médecine dite alternative a été plus efficace que la maladie conventionnelle, que la médecine conventionnelle, pardon? Je parle de moi-même, oui. Moi, j'ai des cas de maladies auto-immunes. On sait que la maladie auto-immune, c'est un problème d'immunité. L'immunité, on sait qu'elle part des intestins. Et dès lors où on arrive à ranger les intestins, ça veut dire à travers un nettoyage, une alimentation, à travers des purges, à travers des complémentés, à travers, on arrive à diminuer cette leucocytose digestive au niveau du type digestif et on arrivera à un moment donné à donner l'immunité qu'elle revienne, qui est déréglée, pour sortir de la maladie auto-immune, malgré qu'on sait qu'elle n'est pas guérissable, mieux que des corticoïdes ou des immunosuppresseurs. Voilà. Donc, sur la recherche, on peut prouver aujourd'hui l'efficacité de la médecine dite alternative? Tout à fait. Des recherches sont en train de se faire pour voir ce qui se passe dans le corps lorsqu'on fait de l'hypnose, par exemple. Et on se rend compte que le cerveau change. Le cerveau sous hypnose est un cerveau qui est différent par rapport à l'activité habituelle. On cherche aussi à savoir ce qui se passe dans le corps lorsqu'on fait de la méditation, lorsque justement on s'alimente d'une autre façon différente. Et la médecine est en train, classique, traditionnelle, est en train elle-même de découvrir que toutes ces médecines... Elle fait appel. Oui, elle fait plus appel. fort qu'elle. Oui. Nous sommes à la traîne en Algérie. Vous prenez les pays qui sont limitrophes de nous, ils ont intégré ce genre de pratique à l'intérieur des hôpitaux. Oui, vous avez un hôpital universitaire, vous trouvez de la médecine alternative, un département de la médecine alternative. Est-ce que les malades qui vont vers vous, qui cherchent, qui s'orientent vers cette médecine justement, la médecine dite alternative ou complémentaire, cherchent plus une spiritualité, puisque ça paraît très mystique ce que vous faites, cherchent plus la spiritualité ou plutôt ils fuient la pharmacologie? Pour ma part, je dirais les deux. Beaucoup de personnes fuient la pharmacologie et vont vers une spiritualité une fois, bien sûr, que le symptôme disparaît. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans cette démarche. Par contre, ce qui est admiratif dans les personnes qui viennent personnellement me voir, c'est cette recherche d'un bien-être, de bien vivre, cette recherche d'être bien dans sa peau en tant que femme, homme, maman. Et ça rentre justement dans cette spiritualité parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes une âme, nous sommes un esprit. Et forcément, si on met l'un de côté, l'autre va se manifester tôt ou tard. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire connaître votre spécialité? Est-ce que vous essayez de sensibiliser les gens dans la mesure où il ne faudrait pas s'orienter vers n'importe qui dans ce type de médecine également? Bien sûr qu'on essaie, à travers nous sommes organisés à travers une association, qu'on fait quand même des formations et des séminaires. Donc, récemment, nous avons ramené une sommité mondiale qui était Jean-Paul Curté. On s'est retrouvé avec un séminaire international. C'est une sommité en nutrithérapie. Donc, on fait ça, on en parle. Bon, il y a des gens qui connaissent. Prenez par exemple l'hydrothérapie de colon, que tout le monde en connaît. Je suis pratiquement peut-être le seul praticien qui fait ça en Algérie. Donc, j'essaie de la faire connaître. À travers ma démarche vers vous dans votre émission, c'est aussi pour faire connaître. Absolument. Et c'est vrai. Après, il y a une demande. Et les gens disent, on ne savait pas qu'il y avait un naturopathe en Algérie. On savait qu'il y avait une hypnothérapeute ici. Bon, il y en a, ça commence à venir. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très connu, mais c'est le but des émissions, justement. C'est le but, de faire connaître ça. Et donner, par exemple, un autre panoplie thérapeutique aux gens qui en ont besoin. C'est un autre. Parce que les gens, quand ils font la démarche, oui, spirituelle, peut-être, et non. Mais surtout que les gens sont fatigués quand ils voient qu'ils passent 3-5 ans chez un médecin, ils traînent encore sa maladie chronique. Voilà. Vous êtes impliqué aujourd'hui dans un grand travail de formation, n'est-ce pas, Amel? Tout à fait. Pour terminer. Oui, justement, il y a aussi un peu toutes les émissions radio et l'événementiel pour un petit peu expliquer la discipline. Et très vite et très prochainement, la formation d'hypnothérapeute en Algérie. Oui. Chose qui me paraît importante. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu éclairer quand même les gens qui nous regardent sur les médecines dites alternatives. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.